Donc, je suis Aurélien Rougemont, Béorn pour ceux qui me connaissent de manière plus numérique. Je travaille chez Synthesio. Synthesio, en quelques mots, on a beaucoup de bases de données, environ entre 2 pétas et 2 pétas 5 en fonction des migrations. Et on doit répondre à des questions très rigolotes sur des volumes de données assez rigolos aussi. On ne fait rien de compliqué, mais on le fait à relativement grosse échelle, enfin en tout cas pour ma carrière. Voilà, juste pour donner un ordre d'idée, ES chez nous c'est entre 800 Tera et 1 péta, juste ES. Pour tout ce qui est MySQL, c'est plusieurs centaines de Tera, je suis entre 3 et 500, j'ai plus les chiffres en tête, mais voilà, c'est ce genre d'échelle sur lesquelles on travaille. Et donc moi je pousse des boutons depuis que j'ai 9 ans, je vais en avoir 40, ça fait quelques années. En gros, je suis un sysadmin qui se prend un peu pour un dev de temps en temps. Voilà. On appelle ça SRI maintenant. Alors la genèse du projet Prometheus, je vais vous parler de Prometheus d'une manière un peu différente. Il y aura une partie deep dive, parce que j'aime bien voir comment ça se passe sous le capot avant de mettre ma confiance dans un outil, si tant est qu'on puisse faire confiance à quoi que ce soit aujourd'hui, mais voilà, ça permet au moins de savoir un peu à quoi s'attendre, où sont les points d'achoppement et ce qui va nous arriver, parce que ça arrive toujours. Alors il y a longtemps, quand j'ai commencé le métier, il y avait besoin de plein de choses, mais surtout on avait besoin d'un outil open source qui est orienté métrique et time series, parce que longtemps ça a été très limité au monde de l'infrastructure et du monde logiciel, et l'idée c'était d'avoir la possibilité de gérer des métriques de manière agnostique. Donc ça c'est un peu ce que disait mon collègue tout à l'heure, mais c'est assez important d'être neutre pour pouvoir ne pas se retrouver coincé dans des use cases précis. Alors il existait des TSDB pour stocker toutes ces choses-là, c'était assez complexe, donc pour beaucoup c'était de l'OpenTSDB-like, des KeirosDB, ce genre de choses. C'était assez complexe et du coup assez coûteux en infra par ailleurs. RRD, bon, c'était complètement dépassé pour plein de raisons, c'était arch dependent, c'était tout un tas de raisons que je pense que vous connaissez tous. Et les API, quand il y en avait, étaient souvent assez pourries, incohérentes, et ça m'a donné envie de crier pas mal la nuit. Je vais juste corriger un tout petit truc sur la genèse de Prometheus. C'est pas un projet qui a été créé chez SoundCloud, c'est pas vrai, ça a été fait avant, par quelqu'un qui a été embauché par SoundCloud, parce qu'ils ont vu la lumière, mais dans l'idée c'est ça. C'est Matt Proud qui l'a créé, ça a été créé en mars 2012, et en gros, tous les noms que vous connaissez aujourd'hui dans le projet Prometheus ont rejoint SoundCloud. Pour la plupart, ce sont d'ex-googlers, comme je disais. Donc les problèmes de scalabilité et d'observabilité, je crois que c'est un truc qu'ils avaient un petit peu en tête. Ouais. Je reparle aussi de la CNCF, parce qu'effectivement, c'est un des 2 projets qui sont au rank graduated, c'est-à-dire il y a Kubernetes et Prometheus, et c'est tout. Ça assure une pérennité au projet qui est assez longue. Je me souviens plus des détails, mais c'est quelque chose d'assez important quand on veut mettre un petit peu ses yeux dans une boîte. Moi, j'aime bien savoir combien de temps la boîte va maintenir mes yeux. Donc voilà, c'est important. Un truc auquel je m'attache beaucoup, c'est pour mes marottes. L'année dernière, c'était les logs. Là, je vais parler de métriques un peu plus et d'alerting. J'aime bien comprendre comment l'outil a été pensé et à quoi ça répond et pourquoi et comment. Déjà, ça s'appuie sur un principe que je pense que vous connaissez bien, le KISS, Keep It Simple Stupid, c'est la vie, quoi. Et ça, on a un peu trop tendance à l'oublier, je trouve. Le .div, c'est un des principes fondateurs d'Unix, do one thing and do it well. On évite d'avoir des espèces de boîtes fourre-tout où tout le code s'entremêle, c'est compliqué à migrer, etc. Là, tout se passe par des API. S'il y a un composant qui ne nous va pas, ou on le hack directement dans le code, ou on peut faire normalement refaire juste la brique qui nous intéresse. On n'est pas obligé de tout refaire ou ce genre de choses. Donc ça, j'aime beaucoup cette philo-là. Et c'est open source, quelque chose qui est très important pour moi, pour plein de raisons, notamment la transparence, et puis même d'autres choses dont je ne vais pas débattre ici. Les buts du projet. Ils voulaient un système de métrique avec des labels, donc ce qu'on appelle plus communément des tags. Label, c'est vraiment la terminologie que vous allez retrouver dans l'écosystème Prometheus. Il faut un query language assez puissant. Ça a déjà été débattu juste avant. Il faut que ce soit très simple à opérer. Ça, c'est très très important, parce que pour qu'il y ait une adhésion forte, il faut que ce soit simple à opérer. Ils ont décidé de ne pas du tout gérer la sécurité, ce qui est quelque part une bonne chose. Ça allège drôlement la code base et ça évite tout un tas de débats qui n'ont pas leur place dans le soft. Et ils ont
bâti le projet sur des technos qui étaient, on va dire, mûrs. Les protobufs, ce ne sont pas exactement des petits nouveaux. Le VLDB, ce n'est pas exactement un petit nouveau non plus. Dans les vieilles versions, ça a un peu changé dans le temps, j'y reviendrai plus tard. Et par contre, ils avaient fait un pari avec Golang qui, a priori, paye plutôt pas trop mal. Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler de Prometheus et de l'écosystème un petit peu dans sa globalité. Donc c'est une vue relativement macro et après je descendrai. J'ai la chance d'avoir des schémas dans la doc de Prometheus depuis quelques mois. Donc je vais les utiliser plutôt que de réinventer la roue, puisque c'est a priori ce que vous regarderez après. Donc, comment c'est découpé? D'abord, il y a des exporteurs, donc ça a été déjà expliqué, donc je vais passer vite, mais en gros, c'est ce qui expose la métrique, c'est une clé-valeur en texte sur une route HTTP, tout simplement. Ensuite, il y a la possibilité de faire du push, voilà, avec la push gateway, qui est ni plus ni moins qu'un soft qui va recevoir les données par push et qui va les réexposer en pool. Je ne vais pas rentrer dans le troll du pull push, je pense que les deux modèles ont leur rôle, leur intérêt, dans des contextes différents, donc on ne va pas rentrer là-dedans. Et un dernier petit truc qui est intéressant, Prometheus Server, c'est-à-dire que les serveurs Prometheus peuvent se parler entre eux par un système de fédération. Je n'ai pas le temps de l'expliquer aujourd'hui, je peux vous en parler à la pause si vous voulez, mais ils peuvent servir de millefeuille. On peut faire un millefeuille de serveurs Prometheus pour pouvoir gérer des problèmes de charge ou d'agrégation de données sur des gros volumes et des grosses zones géographiques. Tous ces points qui sont générés sont récupérés par le modèle retrieval. Jusque-là, c'est logique. La question, c'est qu'est-ce qu'il doit récupérer. C'est généré souvent par de la conf statique. Ça peut être aussi du service discovery, comme les DNS, comme je sais pas, Kubernetes, pour une partie de conteneurs. Consul, un annuaire de service, plein de choses, y compris des intégrations custom. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Et puis tout ce bazar qu'on récupère, il faut le stocker. C'est souvent un peu le nerf de la guerre. Moi, quand j'ai commencé à l'informatique, mon grand frère m'a dit il y a très longtemps, pas grand-chose d'important, il y a les noms des choses, il y a comment tu les stockes, donc dans quel format, comment c'est écrit, est-ce que tu peux les relire, est-ce que c'est un format ouvert, enfin voilà, tout ce qui touche vraiment à la donnée pure. Et deux autres bêtises que je ne peux pas dire parce que c'est pas très joli aux oreilles, mais voilà. Et le moteur de querying PromQL, qui est essentiel pour moi dans l'adoption de l'outil, j'y reviendrai un petit peu plus tard aussi. Toutes ces... Alors, je passe un peu vite. Dans PromQL, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on écrit des alertes qui, elles, sont exécutées à intervalles réguliers, qui génèrent des alertes. Et ces alertes sont poussées vers une API qui, en l'occurrence, dans l'écosystème core de Prometheus, s'appelle Alert Manager, et qui, lui, sert de routeur niveau 7 d'alerte. On peut y décrire un routing assez complexe et assez évolué de ce qu'on veut faire des alertes. Est-ce que vous voulez que ça aille sur Slack? Est-ce que vous voulez que ce soit un page? Est-ce que vous voulez que ce soit les deux? Est-ce que vous voulez envoyer un mail à la compta parce qu'elle ne comprend rien ce genre d'outil? Enfin voilà, on peut complètement gérer les flux d'informations qui sortent de tout cet écosystème. Et la visualisation qui est importante. Alors il y a effectivement la console de Prometheus qui est pratique pour bidouiller ou pour tester des choses pour commencer, mais comme a été dit il y a une heure, Grafana c'est vraiment le front-end naturel de Prometheus, d'autant plus que la 5.3 est sortie il y a je crois quelques jours, avec un mode d'exploration qui enlève pour moi complètement l'utilité de la console de Prometheus. Elle permet de faire des espèces de queries, de splitter le screen en plusieurs, de faire des queries, etc. Allez voir la Grafana 5.3, là c'est vraiment, vraiment intéressant. Et évidemment des clients d'API qui taperaient là-dessus. Alors, je vous disais, les données c'est important, et comme vous savez, j'ai des marottes, et le stockage c'en est une, et les TSDB un peu aussi. Donc je suis allé voir un petit peu plus comment ça se passait. Donc ils ont sorti quand j'ai commencé à faire ce talk, j'avais commencé à faire mes schémas, c'était pas très clair, et ils ont sorti un schéma qui est très bien, donc je le reprends. Donc les données, elles rentrent par là, et je vais juste me concentrer là-dessus sur la partie internals. Les données, elles rentrent par les moteurs de scraping, jusque-là rien d'incroyable, et après ça arrive dans un truc qui est vraiment intéressant, qui est le Y que vous voyez là. Parce que le fan-out storage, ça veut juste dire que ça stocke les données de manière locale, à défaut, dans Prometheus, sur la machine en tout cas qui fait tourner l'instance Prometheus. Et ça propose aussi quelque chose qui est très très intéressant, qui est le remote storage. En gros, ce sont des hooks qui permettent de pousser le flux des données
en respectant la dichotomie lecture-écriture, c'est-à-dire qu'on peut dire je veux pousser que les lectures ou que les écritures sur une TSDB externe. Pousser que la lecture, je ne comprends pas trop. Pousser que les écritures, ça a beaucoup plus de sens et j'y reviendrai plus tard. Donc voilà, lecture-écriture. Et du coup, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un deuxième moteur de stockage? Ce qu'on appelle le long-term storage. Je reviendrai longuement après. Parce que dans les principes fondateurs, Prometheus vise à être autonome, vraiment autonome. C'est-à-dire que quand tout brûle dans la maison, s'il y a un serveur de monite qui tourne, on veut pouvoir recevoir des alertes. Le seul truc que ça ne gère pas du tout, c'est quand il n'y a plus du tout de réseau. Bon, là, ou alors il faut vraiment prévoir une autre méthode de sortie que je ne connais pas, peut-être du SMS directement avec une gateway SMS attachée au cul du serveur. Voilà, mais ce n'est pas infaisable. Ça pourrait être fait sans trop de soucis. Un truc qu'il ne faut vraiment pas louper, ça m'a fait perdre beaucoup de temps au début, c'est que Prometheus, sa TSDB, elle est vue comme du cache. Et les devs l'utilisent comme tel, et ils ne veulent pas entendre parler d'autre chose. C'est pour ça qu'ils ont implémenté le remote storage. Pourquoi? C'est que ça leur permet de garder une rétention qui est configurable d'ailleurs, mais en gros, c'est plus vous mettez de disques, plus vous pouvez garder de choses. Mais Prometheus n'a aucun mécanisme de réplication, de clustering, de dispo, d'aucune sorte. C'est-à-dire que ce n'est pas fait pour être scalé naturellement, en tout cas de base. Il propose beaucoup de choses, notamment au niveau des API, du remote storage et ce genre de choses, mais ce n'est pas quelque chose qui est là de base. Alors, le stockage. Le storage engine de Prometheus. Au début, ils utilisaient plus ou moins au début, mais en tout cas, pendant un long moment, ils ont utilisé LevelDB de Google, qui est un petit bout de soft relativement connu. Pour la faire très rapide, c'est du clé-valeur ordonné très scalable, qui a été écrit par Google. Je sais 2 millions, on en parle après. Et dans Prometheus 2.x, ils ont complètement réécrit le moteur de stockage. Enfin, c'est FabXC qui a fait ça. Il a écrit un blog post qui est vraiment intéressant. Pour information, dans mes slides que je mettrai après en ligne, tout ce que vous voyez souligné de couleur bleu turquoise sont des liens vers des références. C'est-à-dire tout ce que je vous raconte, c'est étayé normalement. Donc, si vous voulez récupérer la conf après, vous pouvez avoir le détail. Les deux s'inspirent beaucoup du papier de Facebook que je vous enjoins à lire, parce que tout le monde moderne des bases de données distribuées s'appuie là-dessus d'une manière ou d'une autre. Il y a beaucoup de choses dedans, notamment l'algo de compression qui passe de 16 bits à 1,38, je crois, en moyenne, pour tout ce qui est stockage d'entiers, et les LSM tree. Alors, je pense que pour beaucoup de non-dev, c'est un gros mot. Je vais prendre 2 secondes pour vous expliquer ce que je pense être le fonctionnement. C'est un vieil algo qui date de 96. C'est un peu le principe des vases communicants. Là, vous voyez à gauche, il y a l'insertion sur T0. L'insertion, l'idée, c'est que la base de données reste toute petite pour qu'on puisse insérer à une vitesse dingue et aller très très vite en vitesse d'insertion. Le but, c'est que même en scalant, avec ce genre de choses, on reste quasi linéairement scalable en écriture. Quand le verre d'eau est plein ou va être plein, comme vous pouvez voir en T3, l'idée c'est de vider un peu le verre de T3 et de le remettre dans T4, mais tant qu'à faire, on le réordonne, on le nettoie, on coupe toutes les branches mortes et on met juste les données qui restent dans un verre d'eau plus grand à côté. Voilà, c'est le principe des LSM, c'est assez efficace. L'histoire le prouve, ça a été les balbutiements, à la base c'était les LSF, donc les systèmes de fichiers. Je me souviens plus du nom du projet, j'arrive pas à le retrouver, mais c'est un équivalent de Plan9 de l'époque. Je me souviens plus du nom du système qui avait mis ça en place, et ça a donné 4 ans plus tard le papier sur les LSM, qui est assez intéressant d'ailleurs. Bigtable, Cassandra, LevelDB, toutes ces choses-là l'utilisent, ce pattern de développement, ils l'utilisent. Donc Prometheus est arrivé en 2012, après LevelDB. Donc ils ont choisi LevelDB qui était le plus abouti et le plus adapté au workflow de Prometheus. Puis il y a eu RocksDB, puis il y a eu InfluxDB avec les TSM, qui est une espèce de spin-off des LSM, où en gros ils regroupent un petit peu ce principe-là dans des blocs basés sur un critère temporel. Et du coup, le rewrite en 2.x, 2 ans après, ça a été de dire on va refaire l'équivalent d'un InfluxDB, mais pour le coup vraiment simplifié et qui ne gère que les problématiques internes de Prometheus. Alors, pourquoi ils ont fait ça? Parce que je vous parle des problématiques, mais quel problème avait le vieux Prometheus?
Ça avait besoin de beaucoup de fichiers pour le même nombre de time series. Ça pose des problèmes en termes de file descriptor et en plein d'autres problèmes. Même quand il y avait des chunks pour regrouper tout ce bazar, quand il y en a des milliers et des milliers, ça fait beaucoup d'IO. Et il y avait d'autres petits problèmes comme on n'arrivait pas à avoir assez de file descriptor pour maintenir tous les fichiers ouverts et fermés. On parle de millions, donc ça commence à être compliqué. Donc ils ont revu un peu la copie, et dans les autres problèmes qu'il y avait, oui c'est ça, c'est c'était difficile de supprimer les vieilles données, parce qu'il fallait repasser sur toutes les DB, tous les fichiers, etc. Donc ça faisait des millions de fichiers à traiter, c'était très long, et in fine, on se retrouvait avec un Prometheus qui n'arrivait juste pas à virer ses vieilles données pourries. Ou en tout cas obsolètes. Aussi, le dernier petit truc qui était un peu pénible, c'est que Prometheus, quand on le coupait, tout ce qu'il y avait en mémoire, c'était chow by, parce qu'il n'y avait pas de choses importantes comme un write log, un write ahead log, je reviendrai un peu plus tard. Et du coup, la 2.0 est arrivée. Donc ils ont repris, c'est quasi mot pour mot ce qu'il y a dans le Gorilla Paper, des blocs de XOR compressed chunks of 16 bytes data points. C'est barbare, mais en gros, ça veut dire qu'on passe de 16 octets à 1,38 avec leur algo, ce qui est pas mal. Pour des gros volumes, ça a vraiment de l'importance. C'est un algo qui est très rapide et qui est vraiment hyper adapté à ce qu'on veut. Le détail est pareil dans le papier, si vous voulez lire ou me parler plus tard. Voilà. Tous les blocs sont immutables, sauf le bloc courant. Donc on ne remplit que le dernier bloc. Donc en termes de nombre de fichiers, tout ça ouvert, c'est beaucoup plus simple. Toutes les données qui sont écrites en mémoire, quand elles arrivent, elles le sont dans le même format que ce qui va être sur disque. L'intérêt, c'est que quand on flush les choses, ça va très vite. On a juste à copier les structures et les écrire de manière séquentielle sur disque. Ça, je crois que c'est un point suivant. La structure en mémoire est très rapide. La mémoire, ça va vite. Je n'invente rien. Et ça donne donc un petit peu ce schéma-là que je viens d'expliquer par les points précédents. C'est un peu la présentation course parce que j'avais 70 slides. Et je voulais aller très vite. Normalement, j'ai jusqu'à 14 heures pour vous parler, je crois. Donc, voilà. Et ils ont rajouté un wall. Pour ceux qui font du Postgres, c'est un mot que vous devez connaître. Mais en gros, c'est à chaque fois que quelque chose arrive, il l'écrit dans un fichier de transaction qui permet de reprendre là où il en était, autant que faire se peut. Dans le wall, ils mettent beaucoup de choses, tous les trucs auxquels on s'attend, des flags, des offsets, des variants. Les variants, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en gros une manière de stocker des integers de taille variable. C'est-à-dire si c'est un petit int, ça prend moins de place qu'un énorme int. Voilà. C'est un peu l'UTF-8 appliqué aux int. Et des checksubs, évidemment, parce qu'il faut vérifier, il ne faut jamais faire confiance. Comment ça se passe sur le disque dur? Comme je disais, tout est local, donc c'est des fichiers, c'est Unix, tout ça. Dans le répertoire data, c'est regroupé par blocs. Dans les blocs, il y a des chunks. Et les chunks sont décrits par un fichier de métadonnées qui s'appelle meta.json, étonnamment, dans lequel vous avez, qui dit exactement quoi est contenu où. Vous avez donc les repères temporels pour chacun des blocs. Ce qui explique que pour supprimer, ça ne va pas être très compliqué. Il suffit de voir dans quel bloc il y a la timestamp qu'on veut dégager, parce que généralement, la rétention, c'est juste une durée. Donc si c'est plus de n, c'est tous les répertoires qui contiennent des time series, enfin des données de time series dans le temps. Voilà. Et si vous voulez aller plus loin, là, pareil, j'ai dû couper à la hache, je ne pouvais pas parler de tout ça, mais il y a tous les formats binaires qui sont décrits dans le lien que je mets sur ce truc-là. Si vous voulez vraiment voir comment c'est foutu dedans, comment ils ont organisé les index, tout le modèle de données vraiment précis, c'est dans ce document-là. Pareil, on peut en parler après si vous voulez. Donc le projet Prometheus TestDB est à part, il n'est pas embarqué directement dans le Prometheus de GitHub, c'est Prometheus TestDB, et du coup vous pouvez aller lire le code, c'est assez simple à lire, étonnamment. C'est-à-dire que moi, avec 2 semaines de Go, j'ai à peu près compris comment c'était foutu. Donc je pense que c'est vraiment à la portée de beaucoup de gens. Donc dans les choses assez cool, comme je disais, comme il y a le système de blocs et qu'il y a des métadonnées qui donnent leur domaine de validité temporelle, il suffit de shooter les blocs qui ne nous intéressent plus. Donc ça devient juste un RMRF et pas de la bidouille de grosses DB, de millions de DB différentes, etc.
Quand un bloc est terminé, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand un bloc est terminé, on le dump sur disque, littéralement, et l'avantage que ça a, c'est que même si vous n'avez pas de SSD, ça vient de l'écriture séquentielle, donc vous tirez le meilleur parti, a priori, du matériel que vous avez pour les écritures. Donc même avec du plateau, depuis la 2.x, vous pouvez vous en sortir avec du Prometheus. Même si, évidemment, le SSD, c'est mieux, hein, mais ça n'a pas le même coût, et les rétentions ne sont pas forcément les mêmes. Les chunks récents, ils sont en mémoire. Il y a le cache VFS, il y a plein de choses. Du coup, c'est toujours chaud, plutôt que d'avoir des databases un peu éclatés partout. Cet avantage-là, en termes de vitesse de temps de réponse pour les queries, c'est assez fou la différence. Comme on dump les structures qu'on avait en mémoire, il n'y a plus vraiment besoin de se faire chier à aligner les chunks sur des blocs de 1 kg, etc. Enfin, c'est beaucoup plus simple à pousser, on prend le modèle de données qui nous va bien et basta. Et du coup, voilà, supprimer les vieilles données, c'est facile. Ce qui était un des gros problèmes de Prometheus dans les versions 1x. Donc si vous avez Prometheus 1x, au cas où vous ne l'auriez pas compris, il faut vraiment plus. Il faut passer en 2x. Alors, comme je vous disais, long-term storage, comme il n'y a pas de HA, de tout ça, il y a plein de petits outils, en fait, des gros projets, en fait, qui sont des TSDB. Et il se trouve que dans le monde open source, et je me suis concentré là-dessus, à l'exception d'InfluxDB, qui est, on va dire, la TSDB historique de Prometheus en remote, ils ont des approches assez différentes, c'est dit nulle part, il faut prendre le temps d'aller lire tous les trucs, donc j'ai fait des petits schémas très grossiers pour vous montrer les grosses différences d'implem des différents long-term storage pour Prometheus. Donc le premier, c'est Influx, parce que c'est l'historique. Graphanas, donc le user va taper avec du PromQL directement dans Prometheus. Prometheus, j'ai pas fait toute la partie collection, c'est vraiment juste la partie long-term storage que je décris dans le schéma. Prometheus pousse dans InfluxDB les données au fil de l'eau et il va les relire aussi dans InfluxDB. Tout ça c'est configurable. Si vous ne souhaitez que pousser et pas relire dedans, ça je vais expliquer juste après. C'est pas mal. Ça propose aussi l'InfluxQL qui est un autre langage de query. Dans les plus et les moins, j'ai fait des petits tableaux pour ce qui m'a semblé important à retenir. Je vais commencer par les contres. Enfin, le maxi contre d'InfluxDB, c'est que si vous voulez quelque chose de clusterisé et d'un peu sérieux, concrètement, ça coûte deux reins, pardon, les reins de toute la salle, pour avoir quelque chose de clusterisé chez eux. Le soft a l'air plutôt bien, et je pense que c'est ce que j'aurais pris si ça avait été vraiment open source. En l'occurrence, il n'y a que la mono-instance qui est open source, pas la partie clusterisée. Donc ça, c'est dommage pour la communauté, mais c'est le modèle business du truc, pourquoi pas. Voilà. Vous pouvez faire des queries PromQL que au travers d'une instance Prometheus. Vous ne pouvez pas taper directement PromQL dans InfluxDB. Je vais vous expliquer dans notre setup un peu plus tard pourquoi ça a une importance pour moi. Dans les pour, donc c'est que c'est très supporté. Enfin, InfluxDB, c'est géré par des tonnes de soft. C'est assez mature, l'approche est assez bonne. Prometheus est vraiment intégré comme un premier choix et pas quelque chose qui a été rajouté comme ça par hasard. Prometheus intègre les read et les write nativement, il n'y a pas de plugin à activer ou ce genre de choses, c'est dans la code base de base, donc c'est bien. Et ça gère Graphite aussi de manière naturelle. Beaucoup de gens avaient du Graphite, donc c'est pas mal que ça sache parler plusieurs langues. Il y a un autre soft que j'aime beaucoup, qui est ce qu'on a mis chez Synthesio. Aujourd'hui, si c'était à refaire, on ne le referait peut-être pas, parce que depuis genre un mois après qu'on ait validé le choix et qu'on l'ait implémenté, il y a d'autres TSDB qui sont sortis, évidemment, qui, pour le coup, répondaient mieux aux besoins, mais c'était, on va dire, un choix à 98% consenti. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a que le remote write en sortie, et ça nous a poussé à nous dire pourquoi est-ce qu'on voudrait faire ça. Et le chef, qui est quelqu'un d'assez malin, il a dit moi ce que je veux, c'est que ton Prometheus, là, on respecte le paradigme du je suis autonome, vraiment autonome. Donc en clair, le Prometheus, il fallait qu'il continue d'alerter facilement, et du coup, on ne faisait que pousser dans le metric tank, qui nous sert de vue globale pour les graphiques, pour même faire des queries, pour ce genre de choses, enfin bref, peu importe. Mais surtout, on voulait que si quelqu'un load au hasard, chose qui n'arrive jamais bien sûr, un dashboard assez lourd et qui se dit finalement je vais voir tout ça sur un an sans downsampling, ça fait beaucoup de points.
Et Metric Tank, lui, il respecte les ordres. Il y a des kill switch pour les trop gros queries, mais on les touche assez facilement, donc c'est pas forcément très malin. Donc il vaut mieux éduquer les gens, leur dire qu'il ne faut pas le faire, ou qu'il faut penser au downscaling quand on doit faire ce genre de choses. Mais voilà, bref. Toujours est-il que ça évite ce genre de blague. C'est-à-dire que si quelqu'un fait n'importe quoi avec Grafana ou avec un query PromQL, il va flinguer Metric Tank, potentiellement flinguer le Cassandra. Nous, c'est pas encore arrivé le Cassandra, mais Metric Tank, oui. Mais Prometheus, là-haut, il continue de bosser, il en a rien à foutre, il est autonome, il est seul au monde, et il continue d'envoyer ses alertes, tout va bien. Donc, dans les trucs à savoir, c'est que dans les pour, c'est que ce sera jamais un premier choix pour Metric Tank, puisque c'est l'outil qui est utilisé chez Grafana, l'offre SaaS de Grafana, qui eux sont plutôt des Graphite fans initialement. Et il se trouve que d'un point de vue technique, c'était assez facile d'intégrer Prometheus comme format dans Metric Tank. Du coup, ils l'ont fait et ça marche merveilleusement bien. On en est très content. Mais comme ce ne sera jamais le petit protégé, il y a d'autres choses dont je parlerai après qui sont plus adaptées. C'est assez compliqué si vous voulez faire vraiment la HA 100%, mais la HA est intégrée dedans. Ça utilise du Kafka, du Cassandra, Metric Tank en lui-même. À automatiser, c'est pas forcément simple, mais on y arrive. On n'est pas allé jusqu'à ce niveau de haute dispo, parce que de toute manière, les métriques pour nous, ça reste du sampling, et si on perd 5 secondes, le temps que la bascule se fasse, c'est pas très grave. Voilà. 5 secondes, ce sera une rangée de samples, bon bah tant pis. Les pour, c'est que ça se remplace comme une data source Prometheus, c'est-à-dire que, comme je vous disais, les queries PromQL se font directement sur Metric Tank. Donc concrètement, si vous vous dites je veux passer mon Prometheus, je veux faire mes queries, rien changer dans mes dashs, et juste changer ma data source, ben, vous changez l'URL et puis c'est fini, quoi. Remote Write, je viens d'en parler. Ça gère donc Graphite pour le coup très très bien, et ça gère Prometheus aussi très bien. Il y a donc le backend de stockage, c'est Cassandra. J'ai rajouté le support pour ScyllaDB, qui est la version C++ de Cassandra, en version, pas forcément avec le même scope fonctionnel, mais avec des perfs qui sont assez impressionnantes. Ça gère l'actif-passif. Ça, c'était une killer feature pour nous. C'est que du coup, on ne gère la HA que au niveau de Metric Tank pour le choix des métriques. Je vous expliquerai ça dans le schéma tout à l'heure. Et Graphite, qui est vraiment pas laissé à côté, quoi, qui est le premier choix. Thanos, alors là pour le coup, c'est un projet qui est vraiment différent des autres. Lui, il passe en frontal, et il devient une espèce de routeur niveau 7 qui va gérer un peu tout pour vous. Le sharding des métriques, des rules, du stockage, enfin tout. Ça fait papa-maman. Sauf la gestion du stockage, parce que c'est vraiment prévu pour être foutu sur du Kubernetes ou ce genre de choses. Donc conteneurisé. Il se trouve que chez nous, c'était pas possible, pour plein de raisons. On a quasiment que du bare metal, parce qu'on a beaucoup d'IO, on a beaucoup de choses assez simples, c'est beaucoup de traitements, et ce n'est pas une direction que nous avons choisi de... Enfin, ce n'est pas une direction que nous avons choisi de poursuivre, donc pour le moment, ce n'était pas nécessaire. Donc en gros, c'est plein de Prometheus pilotés par un sidecar. Un sidecar, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, en gros, l'idée, c'est de ne pas toucher au projet initial, et de se plugger sur le soft vanilla, c'est-à-dire de base. Et ça backup, il faut plutôt le dire comme ça, c'est pas vraiment une connexion persistante, mais ça backup les blocs locaux vers de l'object storage, comme S3, comme GCP, comme ce genre de choses. Donc dans les pour, c'est un sidecar, ça utilise Prometheus Vanilla, ça scale vraiment vraiment fort. Ça utilise S3, GCP, etc., comme je viens de le dire. Dans les contres, c'est toujours vu comme quelque chose de unsafe par le lead dev que j'ai rencontré en août, je crois, à la PromCon cette année, qui dit que c'est encore alpha, bêta, qu'ils l'utilisent eux, mais qu'ils garantissent rien. Donc c'est un projet qui est vraiment hyper intéressant à suivre. En pratique, je crois que c'est beaucoup plus fiable que ce qu'il ne dit. Pour autant, mettre tous mes sous dessus, je pense que c'est prématuré. Je pense qu'il faut attendre un peu, mais c'est vraiment définitivement quelque chose à suivre et très intéressant. Et pareil, toutes les procédures de data recovery, parce que quand je suis allé voir un peu le côté opérationnel, c'est un petit peu funky family. Si vous décidez de le faire sur du bare metal, ce qui était mon design d'implem, ben, c'est à vous de gérer les backups, la restauration, les machins. Il n'y a rien du tout de prévu là-dessus, il n'y a pas de réplication. En gros, c'est dans un storage objet, c'est forcément là. C'est la philo du truc. Ce qui n'est pas con, mais qui ne nous convenait pas à nous. Cortex, alors ça c'est un de mes petits chouchous.
Si je devais refaire, je pense que ce serait un des deux candidats très très sérieux. C'est en gros un metric tank revu et corrigé, mais que Prometheus. C'est fait par un des anciens, je dirais, core dev de Prometheus, Tom Willits, je crois, son nom, si je dis pas de bêtises, Wilkins. Oui, voilà, Tom Wilkins, qui est un mec adorable d'ailleurs. C'est un peu le même principe, donc je ne vais pas tout redétailler, mais dans l'idée c'est ça. Les plus, les moins. C'est pas facile à déployer si vous voulez le faire en dehors d'un contexte Kubernetes, ce genre de choses. Il faut bien comprendre que tous les projets que je vous donne sont tous de près ou de loin liés à la CNCF, ce qui du coup les pousse naturellement à être intégrés et mettre l'accent vraiment là-dessus dans des environnements conteneurisés, orchestrés, etc. Donc c'est possible de les faire sans, mais ça demande une intégration de votre part qui est un petit peu lourde, mais je pense que ça vaut le coup, par exemple, pour celui-ci. Dans les trucs qui nous intéressaient, c'est qu'il y a du Cassandra. Nous, on a des grosses compétences en Cassandra chez nous, donc ça nous intéressait beaucoup d'avoir ce genre de choses. On sait que c'est fiable, on sait qu'on sait l'opérer, on sait récupérer beaucoup de cas désastreux. Voilà, c'est quelque chose c'est un argument massue pour nous. Il y a M3, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, Uber a fait pas mal de buzz là-dessus il y a quelques mois. C'est la TSDB écrite par nos amis de Uber. C'est un drop-in replacement, c'est un peu un genre d'InfluxDB, donc c'est assez facile à intégrer. Ça se conf uniquement dans Prometheus, il y a un sidecar, je crois, en plus à côté, pour toute la partie scaling, mais en gros, c'est ça l'idée. Je vous donnerai des métriques à la fin si on a le temps, c'est pour ça que je me dépêche. J'ai une dizaine de bonus slides sur les métriques d'utilisation des grosses boîtes avec Prometheus. Vous verrez que l'échelle est assez impressionnante. Le seul compte, c'est que j'ai pas pu le tester moi-même, donc je peux pas vous dire exactement si ça répond vraiment aux promesses qu'ils nous donnent, parce que là, pour le moment, c'est un peu la poudre verte, leur truc. Dans les pour, c'est que c'est complètement open source, c'est que c'est déjà utilisé à très grosse échelle chez Uber. Le coordinateur, c'est un sidecar, et read-write natif, donc ça, c'est remote read-write natif, c'est très bien. Alors, le PromQL, je vais passer très rapidement, parce que notre ami tout à l'heure a vraiment expliqué ça très bien. Ça, c'est la console de base de Prometheus, c'est horrible, c'est très pratique pour débugger des conneries rapidement. C'est un des gros avantages, c'est que si vous touchez à rien dans les installs, quand vous avez des alertes au hasard dans PagerDuty, ça revient dans le lien vers ce truc-là, vers cet affichage-là de la rules qui a été déclenché, est directement dans l'alerte. Donc vous tombez là-dessus assez naturellement, dans l'absolu. C'est pratique, même pour tester vos alertes, notamment avant de les foutre en prod, ce qui est un gros point de différenciation par rapport aux anciens outils de monitoring, c'est que là, quand vous écrivez vos règles, vous faites des queries et vous les voyez tout de suite. Et si vous rajoutez, donc ça vous affiche une courbe, et quand vous rajoutez des opérateurs logiques type supérieur à, inférieur, enfin ce que vous voulez, ils vous montrent que les points qui vont matcher votre truc. Donc, au lieu de faire sonner le pager pendant toute une journée pour ajuster vos trucs, vous pouvez les tester comme ça. Ça, c'est pas mal. Donc ça, c'est ce que je racontais. Voilà, c'est les deux endroits où vous pouvez jouer. Si vous n'avez jamais fait de Prometheus, ce que je vous conseille avant d'aller faire quoi que ce soit avec, c'est de lire ces 4 définitions, de vous les tatouer et de ne pas les oublier. Parce que tout le principe de vecteur instantané et de range vector sont utilisés dans toutes les définitions du manuel de Prometheus. Et ça fait perdre beaucoup de temps quand on dit non, c'est bon, je vais y aller comme ça, YOLO. Non, vous allez perdre beaucoup de temps. Retenez ce truc-là, ce sera beaucoup plus simple pour la suite. Alors, qu'est-ce que c'est PromQL? Je vais passer très très vite parce que notre ami a fait ça plutôt mieux. C'est un langage Turing complete, c'est puissant, et c'est le langage naturel de Prometheus. Ça permet de bosser avec des opérateurs et des fonctions, évidemment. Ça fait des calculs sur des vecteurs, un peu comme Excel le fait avec ses fonctions somme sur des zones et ce genre de choses. C'est un peu le même principe. Ça permet aussi de faire des queries donc, sur des time series de vecteurs. Et tout à l'heure, je vous parlais de service discovery. Le service discovery, c'est bien joli, mais du coup, ça fait quelque chose de terrible, c'est que ça vous envoie plein de choses. Et vous n'avez pas forcément la main sur tout ce qui vous arrive. Et le problème qu'il y a, c'est que du coup, le nommage des métriques, le nommage des tags, ce genre de choses, ça devient très vite le bordel. Je veux dire, qui dans la salle n'a jamais pleuré sur le nom des métriques parce que ça pète sa norme, etc. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui réussissent ça.
Donc souvent dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est que pour trier, même pour virer des choses qu'on ne voudrait pas, ou renommer, ou enrichir même avec d'autres données, le relabeling, c'est une phase dans Prometheus qui est très importante, qui permet c'est ça, de regrouper, trier, nettoyer, faire un peu ce que vous voulez. Ça sert donc à bidouiller, on va dire, toutes les métadonnées autour des targets, et les targets eux-mêmes, les labels, donc, et les alertes. Donc ça peut servir à beaucoup de choses, c'est pas juste bidouiller des labels, ça peut aller plus loin. Exemple, ça c'est un petit bout qui renomme les métriques Java de ça, qui est à peu près le nom naturel de ce que vous allez trouver sur les métriques Java, en quelque chose qui est un petit peu plus intéressant dans le sens où ça vous donne des axes pour faire des tris et des graphes et générer des listes automatiques dans Grafana. Voilà, donc quasiment tout est fait avec des regex dans Prometheus, c'est un choix, c'est pas mal, ça marche. Voilà, donc n'hésitez pas à vous en servir, ça reste de la regex, mais c'est pas si coûteux que ça, donc je pense que c'est pas mal. Nous, ce qu'on en a fait, on a fait un truc assez rigolo, c'est que nos API internes, elles sont toutes agrégées dans une espèce de point central. Par contre, ce slide est foireux, il y a un bug dans le truc de présentation. Il est bien fait dans l'édition, mais il passe très mal en visualisation, je ne sais pas pourquoi. Donc les champs adresses que vous voyez, normalement c'est adresse tout de partout là. Les champs adresses que vous voyez, c'est la donnée source sur laquelle on va appliquer la regex qui est au-dessus. Et donc là, du coup, ce que je montrais dans les rectangles, c'est la zone de matching qui correspond. Et ça, c'est ce vers quoi ça renvoie les choses. Donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est que là, la première partie de l'URL qui est dans le label, ça c'est labellisé automatiquement par l'exporteur, c'est le protocole. Ce qui est juste après, c'est le host. Après, c'est le namespace. Après, c'est la version du namespace. Après, c'est le chemin. Et c'est tout, et c'est déjà pas mal. Et du coup, l'intérêt du truc, c'est que juste avec une URL, on peut découper toutes ces informations-là et les transformer en labels et de fait devenir des axes de tri et de requêtage pour toute la suite. Ça, je vais passer là-dessus, mais en gros, ça permet aussi il y a des exporteurs comme Blackbox qui sont un peu pénibles à configurer autrement s'il n'y a pas le relabeling. C'est même clairement dit dans la doc qu'il faut utiliser ce genre de choses, où en gros on réutilise des informations qui sont dans les labels pour configurer une seule instance qui, elle, va scraper toute la Terre. Je peux réexpliquer pareil en dehors si vous voulez, je passe un peu vite, mais voilà, c'est juste pour vous donner des exemples. Ce que ça donne en résultat, ça c'est un dashboard qu'on a chez nous, qui donne une vision assez grosse louche externe de nos API. Donc ça, ce sont les namespaces publics. Mais nous, on a juste rajouté les entry points dans la liste, et c'est tout. Et après, tout le découpage du tableau que vous voyez là, c'est fait automatiquement avec ce que je vous ai montré juste avant. Et ça donne du coup que des axes sur lesquels on peut trier, afficher, etc. Enfin voilà, c'est assez pratique. Et petite chose rigolote, les barres bleues que vous voyez, ce sont les run Ansible dans le timespan qui est affiché. Voilà. Ça permet aussi de dropper des choses. Ça, je ne le redirai jamais assez. Nous, on ne le fait pas encore parce qu'on n'a pas encore ces besoins-là, mais à échelle, c'est quelque chose qui va nous être important. Il y a souvent, dans le doute, les devs aiment bien tout mettre, ce qui est très bien. Mais nous, on n'a pas forcément besoin de tout. Donc ça permet de trier, de ne pas garder des tonnes de choses qui servent à rien, qui engraissent les disques pour rien, qui rajoutent du temps pour plein de choses pour rien, et qui coûtent des sous, in fine. Voilà. Je me dépêche un peu. Voilà, même chose sur les trois types. L'Alert Manager. Alors l'Alert Manager, ça reçoit les notifs des instances Prometheus. Pourquoi je dis ça? Oui, Prometheus, c'est le pluriel officiel de Prometheus. Ça sert tout ça, c'est bien, mais comme je vous disais, il n'y a pas de HA. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un full mesh des alert managers qui vont assurer la déduplication des alertes. C'est-à-dire qu'on lui donne des critères de déduplication, on dit par exemple c'est le nom de l'alerte, l'environnement et je sais pas, le DC par exemple, j'en sais rien, enfin, c'est configurable. Il se donne un laps de temps qui, je crois que c'est le groupe, je ne sais plus quoi, le groupe, ouais, je ne sais plus le nom du paramètre, qui est par défaut je crois à 10 secondes, nous on l'a mis à 30 secondes, et en gros une alerte, on va la garder pendant 30 secondes pour être sûr que les autres Prometheus n'ont pas envoyé la même, et on l'envoie après ces 30 secondes, pour être sûr qu'il n'y en ait qu'une seule. Voilà, c'est comme ça que le modèle fonctionne, la magie elle est là.
Alert Manager aussi permet de faire des inhibitions. Exemple, vous avez un switch top-of rack qui se pète la gueule, bah, tout ce qu'il y avait dedans va passer au rouge, violet, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. L'idée, c'est que ça vous permet de créer des liens entre les différentes alertes. Et de facto, tout ce qui vous intéresse de savoir, c'est que le switch a pété, d'abord. Et après, après c'est la machine, après c'est potentiellement le soft, enfin, bref. Dans un monde idéal, il faudrait que tout ce lien de dépendance soit implémenté dans ce que vous faites. C'est pas forcément facile, c'est l'extrême. Nous, on ne l'a pas encore fait. C'est quelque chose qu'on a vraiment dans les cartons, qu'on va faire. Ça permet d'y voir très clair lors d'un groupe 1. Genre on perd un décès par exemple, ou ce genre de choses. L'interop, je vais passer très vite, ça a été dit tout à l'heure, OpenMetrics, c'est bien les standards, tant que ça ne tombe pas dans le XKCD que tout le monde connaît, mais en gros, Prometheus sert un petit peu d'emblème référence de ce truc-là, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que ça va continuer à être utilisé comme format de transport. Le OpenMetrics, ce n'est que le transport, ce n'est pas le stockage. Donc dans l'absolu, n'importe qui peut être compliant à partir du moment où il s'interface avec le format de transport OpenMetrics. Dans les trucs rigolos, ceux qui veulent mettre aussi des logs là-dedans, bon, je ne suis pas forcément d'accord, mais ça a l'air d'être important pour eux. Les API, voilà, il y a des API partout, elles sont plutôt bien foutues, c'est un des gros points forts. Les librairies clients, les implèmes références, c'est Go, Java et Scala par voie de conséquence. Python, Ruby, il y en a plein d'autres, je ne les ai pas testés les autres, nous on est essentiellement un Go shop chez nous, donc l'implème Go est très bonne, ça c'est tout ce que je peux vous dire et vous assurer, et celle de Python aussi parce que je l'ai utilisée un peu. Alors nous ce qu'on a fait, je suis hyper à la bourre, je vais faire vite. Nous on a fait des paires de Prometheus pour gérer de la haute dispo, c'est-à-dire que nos Prometheus sont des instances autonomes certes, mais donc par data center et par environnement, on a les mêmes règles de scrapping, c'est-à-dire qu'ils scrapent la même chose, ils stockent les mêmes choses en local, et ils les poussent tous les deux à Metric Tank de la même manière. Sauf que dans Metric Tank, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est que Metric Tank gère, lui, la notion de haute dispo. Et en gros, lui, il a le robinet sur est-ce que je l'envoie dans Cassandra ou pas. Là, c'est ScyllaDB pour être précis, mais est-ce que je l'envoie ou pas. Donc concrètement, ils scrapent tous les deux les métriques tout le temps. Et s'il y en a un qui tombe, c'est l'autre qui envoie sa métrique plutôt que le premier. Comme ils sont dans le même data center, l'approximation est suffisante pour qu'on ait le moins de trous possible dans la partie LTS. Voilà. L'Alert Manager, c'est ce que je vous disais, c'est full mesh. Nous, on utilise essentiellement PagerDuty et Slack pour tout ce qui est notification. Tout ce qui nous réveille la nuit, c'est plutôt PagerDuty. Et Slack, c'est plus tout ce qui est informations qui peuvent être traitées en heure ouvrée, ce genre de choses. Nous, on l'utilise quasiment uniquement pour des métriques business. En 6-8 mois, on a un setup qui n'est pas très gros par rapport au très très gros. On a 356 000 métriques actives chez nous, dans Prometheus, contre, je ne sais plus, 120, 130 encore dans Zabbix, qu'on n'a pas encore enlevé, qui sont essentiellement... Zabbix, c'est aussi un outil Metrics Oriented, mais qui date de trop longtemps pour que je me souvienne, qui fait encore le boulot. Donc, on va le virer progressivement, mais on n'est pas pressé. Donc on a commencé par le business parce que c'était ce qui était le plus utile pour nous et le plus important. Donc il y a 300 targets qui sont découverts automatiquement grâce à Consul, parce que nos softs s'enregistrent tout seuls dedans, je vais en parler juste après rapidement. On a une centaine de targets qui sont générés par Ansible, où en gros on dit, tiens, tu vas me monitorer telle ferme de serveurs, sur tel pattern d'URL, démerde-toi, voilà. Et ça marche plutôt bien. Et on stocke 1,2 milliard de data points, ce qui n'est pas encore beaucoup, mais ça va venir. Autonome. Autonome, c'est bien. Nous, on a choisi donc de faire que du remote write pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, pour vraiment laisser le Prometheus le plus tranquille possible. Et je pense que c'est un bon choix, même encore maintenant. Je pense que c'est toujours très bien. Nos Grafana, ils parlent directement à Metric Tank, ils ne font pas autrement. Et un dashboard un peu balèze, il pète le LTS, mais c'est pas grave. Voilà. Il n'y a pas d'impact sur notre visibilité, en tout cas critique. Comment ça se passe chez nous? Parce qu'on parle de DevOps, tout ça, la culture, c'est bien. Comment ça se passe dans la vie de tous les jours? On a des jobs Jenkins, ça fait le boulot. Peut-être qu'on passera sur des hooks GitLab CI un jour, enfin c'est un détail en vrai. C'est comme vous voulez. Mais en gros, l'idée, c'est qu'on, pour tout ce qui est statique,
on a un job qu'on déclenche qui remet en conformité les machines Prometheus. Donc, ce qui fait, alors, évidemment, je ne trouve rien ici, mais il génère les fichiers d'abord, il les pousse sur la machine, il fait une vérification de syntaxique avant de faire le reload. Ça peut être gênant s'il y a des trucs qui ne vont pas. Et il reload le service que si tout va bien. Et au passage, il rajoute des infos dans Grafana, dans l'API de Grafana, qui pourra afficher les runs Ansible que je vous montrais avant. Donc ça, c'est ce qui se passe pour tout ce qui est statique. Pour tout ce qui est développement, cette partie-là, pareil, c'est plus ou moins la même chose. La grande différence, c'est que c'est lors d'un déploiement d'application, on déploie aussi les règles qui sont liées à l'application à chaque fois. Un des intérêts que ça a, c'est que du coup, nos amis les devs, quand ils font une mise en prod, ils ont mis à jour leurs règles et leurs trucs, et ils sont complètement autonomes là-dessus. C'est-à-dire que nous, on ne fait plus d'écriture de règles pour les devs. Ils écrivent leurs règles, ils viennent nous demander conseil sur des choses un peu tricky. Ça passe de toute manière à la code review par les séries et par les devs. Donc en gros, c'est une espèce d'accord joint avant que ça passe en prod. C'est un modèle qui marche vraiment très bien, qui scale pas mal. Et il n'y a plus cette espèce de téléphone arabe qui se fait entre l'expression de besoin, la compréhension du besoin, l'implémentation du besoin et la crise de nerfs à la fin parce qu'on est réveillé pour n'importe quoi. Voilà. Et nous, ce qu'on aimerait faire, parce que là, ça demande encore d'aller bidouiller des choses et surtout, les règles, elles restent malgré tout des templates dans Ansible. Donc c'est un modèle qui fonctionne, mais c'est pas idéal. On a un truc qui a été fait par Romain qui parlera tout à l'heure sur les microservices et moi essentiellement et pas mal d'autres pour du jus de cerveau, mais dans l'idée ça a été fait comme ça, qui s'appelle ICE chez nous, In Case of Emergency. C'est ni plus ni moins que les bonnes pratiques Google SRI, du SRI Engineering Book, où en gros il y a tout un tas de choses utiles, genre qui a commité dedans, qu'est-ce que fait la work unit, enfin qu'est-ce que fait le bout de code, qui a commité dedans le plus, quelles sont les dépendances fonctionnelles de la brique, quel hash est en prod, où est-ce que ça a été buildé, par qui, quand, enfin bref. Tout un tas de choses qui permettent de sauver la planète en pleine nuit quand on est à poil devant un problème. Donc ça c'est pas mal, mais notamment dans les choses un peu cool, il y a les dépendances, il y a les métriques qui sont exposées au travers de ce truc-là, qui les enregistrent aussi dans Consul. Et ce que ça donne, c'est qu'on pourrait avoir un workflow un petit peu comme celui-ci, où dans une des règles, dans un des chemins de l'ICI, on pourrait mettre les règles directement. Du coup, le soft, quand il démarre, il lit son fichier de règles qui est déployé avec le soft en même temps, il l'expose dans une route, c'est enregistré dans Consul, on aurait un discovery automatique de ce qu'il y a dans Consul par un petit soft à nous qu'il faut qu'on écrive, qui est vraiment pas compliqué à écrire, et qui réagrégerait toutes ces rules, voire même les recharderait sur des instances Prometheus, par exemple. Et du coup, les règles resteraient très très proches du code, et on ne se retrouverait plus avec un endroit pour le conf management avec ça dedans, qui n'est pas forcément en adéquation avec le reste. Si vous déployez une ancienne version, vous reprenez l'ancienne version de l'alerting. Ce qui n'est pas forcément voulu, mais en tout cas, c'est gérable, ce genre de choses. Donc concrètement, c'est ce que je viens de vous expliquer. Ça pousse tout ça. Ça récupère les règles automatiquement. Ça pose plein de petits problèmes. On ne l'a pas encore fait parce que l'implémentation est beaucoup plus compliquée qu'il n'y paraît dans la gestion de certains cas. Quand on n'est pas prêt, on essaie d'attendre. Faut pas trop il est urgent de prendre son temps sur ce genre de choses. Donc il ne faut vraiment pas vouloir aller trop vite, mais on a ça en tête chez nous. Donc s'il y a des gens que ça intéresse, on peut en parler. On aimerait en parler même. Alors notre retour sur Prometheus, c'est que ce qui a été vachement fort pour l'adoption, c'est qu'on a du PromQL partout, pour l'alerting, pour la remontée de métriques, pour les affichages de graphes. Donc on apprend un query language et on peut tout faire. Du coup les devs, moi j'en ai bootstrappé 2 des devs, j'ai passé 1 heure avec chacun et ils sont devenus les apôtres de ce truc-là tout seuls. C'est-à-dire que moi je touche plus aux queries des devs. On les review avec toute l'équipe. Mais c'est fini. Ils sont même bien meilleurs que moi maintenant en PromQL. Donc c'est très bien. Du coup, ce qu'il faut, c'est en parler aux devs très tôt. C'est ce que disait notre ami tout à l'heure. Et pour le coup, ça c'est vraiment quelque chose qu'on ne regrette pas. C'est extrêmement important. On parle de culture DevOps. Il y a un moment où il faut le faire, c'est bien là. Ce qu'on a fait avec ICI, c'était un peu vu comme un petit peu du sucre. In fine, moi je pense que ça va vite devenir complètement obligatoire chez nous. Ça permettrait de faire des trucs hyper rigolos dont je pourrais parler une autre fois. Genre
système de cartographie automatique de l'infra, par exemple, ce genre de choses. Ça va être très cool. Pour nous, ça a été vraiment un perfect fit pour tout ce qui est métrique, métier. Comme je vous dis, on a fait quasiment que ça avec, mais c'est vraiment fait pour. L'écosystème Go est assez cool, à taf -1, -2. Le double mot parc hétérogène vous dit quelque chose, parc très hétérogène vous dit quelque chose. Je ne sais pas si vous avez essayé de déployer sur du Solaris qui est antédiluvien et de la Gentoo Cutting Edge en passant par du FreeBSD, Current ou de ce que vous voulez. C'est assez sport d'avoir les mêmes exporteurs partout et surtout d'être capable de compiler ça sans s'arracher les cheveux pendant des semaines. Un des avantages de Go, je ne suis pas en train de dire que c'est la solution pour tout. Je dis juste que l'avantage, c'est que les binaires fonctionnent assez simplement. Il n'y a pas de dépendance à compiler partout. C'est un gros binaire, c'est dégueulasse, c'est gros, mais ça marche. Et assez rapidement. Et c'est assez simple, vraiment à prendre en main. Il n'y a rien de très compliqué. Ils ont vraiment respecté le KISS jusqu'au bout. Ils savent dire non. C'est un projet qui sait dire non et c'est important. Il y a beaucoup de projets qui ne savent pas dire non, qui deviennent des espèces de pieuvres gigantesques dont plus personne n'a envie que plus personne n'a envie de voir ou toucher. C'est un peu dommage. Ce qui a été pas terrible, c'est que les exporteurs, il y en a beaucoup du coup, comme tout est autonome, du coup ça veut dire qu'il faut les gérer, les packager, etc. Si vous avez un certain niveau d'attente en termes d'indus, ça demande pas mal de boulot. Les formats de config sont encore assez peu stables pour tout ce qui est exporteur et soft récent. Donc ça demande du relabelling pour ceux qui veulent garder vraiment une cohérence sur du long terme. On n'a pas encore eu trop ce genre de problème vu qu'on gère nos métriques nous-mêmes et qu'on l'a fait essentiellement sur le business, mais apparemment je pense que si on utilise les nodes exporteurs, ce genre de choses qui ont des nommages qui changent pas mal dans le temps, ça demande un petit peu d'attention. Ça fait beaucoup de ports TCP ouverts, parce que chaque fois c'est un port ouvert. Ça pose d'autres problèmes, notamment si vous avez plusieurs instances d'une même work unit sur une même machine. Vous ne pouvez pas dire bah, c'est le port truc, si j'en ai 4, comment je fais? Voilà, donc vous êtes obligé de passer sur des systèmes un petit peu plus grands avec de l'enregistrement de service qui va enregistrer dynamiquement des ports pour écouter les trucs. Ça sous-tend du coup une maturité en termes de gestion d'inventaire qui est malheureusement pas partout dans le monde de l'IT, en tout cas en France, enfin celui que je connais. Et les changements de nom ne sont pas forcément faciles à gérer. Les petits trucs qui sont bien à noter, ça, c'est une discussion que j'ai eue avec Brian Brasil de Prometheus, où en gros, il dit on ne peut pas rajouter tous les systèmes d'inventaire ou de connecteurs dans tous les sens pour le service Discovery. Du coup, utilisez les fichiers, c'est fait pour, ça marche bien. Faites votre soft qui génère ces fichiers-là. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a refresh interval, où en gros, il va surveiller les inodes d'un folder, et s'il y a des nouveaux fichiers ou des changements ou je ne sais pas quoi, il va les reloader. Le refresh interval, c'est pas complètement ça, c'est du polling, c'est toutes les n secondes, il va aller reloader tout ce qu'il y a dedans, et il fait ça plutôt bien. Et c'est vraiment ce qui est préconisé par les devs. C'est ce qui est utilisé par Fastly, pareil, dont les chiffres font un peu rêver, donc c'est que ça marche bien. Dans les petits trucs, les métriques, c'est vraiment addictif pour beaucoup de gens. Ça finit souvent comme ça. Les gens, ouais, c'est génial, on va tout prendre, c'est super. Et puis une ligne de code, ça peut générer 1 million de labels sur une métrique. Faut savoir que dans Prometheus, le nom de la métrique et chacun des labels, en fait, toutes les combinaisons, c'est une métrique séparée d'un point de vue stockage. Donc ça peut monter très vite. Donc avec une ligne de code, vous pouvez faire complètement exploser la cardinalité de votre métrique. Et ça arrive. La vraie vie, c'est que ça arrive. Même avec les meilleurs du monde, des fois, on fait des conneries. J'en suis la preuve vivante. Et du coup, Prometheus, boum, quoi. Voilà, c'est le seul cas aujourd'hui que j'ai vu où on fait péter Prometheus, sérieusement. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un projet qui est en cours qui s'appelle Bomb Squad, qui attrape ces trucs-là avant qu'il soit trop tard, et qui shoot en fait tous les labels des métriques qui ont la cardinalité qui explose avant que ce soit trop tard. Donc en gros, il bloque la métrique, le service reste là, et une fois que vous avez fixé je sais pas quoi, vous dites c'est bon, on repart, et pouf, il reprend son fonctionnement normal. Donc ça, c'est vraiment un outil à regarder si vous avez ce genre de préoccupation, notamment pour du multi-tenant ou ce genre de choses. Ouais, dans les trucs importants, quand il n'y a pas d'autres dispo, du coup ça veut dire qu'il va y avoir plusieurs instances Prometheus qui vont scraper les mêmes choses. Ça a été dit tout à l'heure aussi, il faut que ce soit léger sur les ressources que ça prend. Idéalement, moi, ce que je préconise, c'est d'aller récupérer la donnée de manière asynchrone dans le code,
et de la stocker dans quelque chose en mémoire qui peut être requêté 1000 fois, on s'en fout. C'est pas du vrai live, mais au moins ça assure les conneries ou je sais pas moi, quelqu'un qui ferait un watch sur un truc qui est très très lourd pour voir le truc évoluer, ben c'est pas grave quoi. En gros, jamais faire confiance à personne, c'est pas mal. Pourquoi pas cacher dans certains cas? J'aime pas l'idée du cache, parce qu'effectivement on n'a plus le côté live de la donnée, mais dans certains cas extrêmes, ça peut être utile. Pourquoi pas? Donc à prendre entre pincettes cette remarque-là. Et ouais, en gros, juste vous dédévossez pas de la gueule, quoi, tout simplement. Hein. C'est ce que ça veut dire. Ce que j'aurais voulu savoir, c'est des petites choses. Au début, on prend des timespans dans les queries qui sont assez courts pour voir un truc, on zoome vachement, c'est super. Mais ce qui est préconisé, c'est qu'en gros, il faut 4 fois le scrape intervalle minimum en termes de durée. Exemple, si vous avez 10 secondes de scrape intervalle, descendez pas en dessous de 40 secondes, ça n'a aucun sens, vous allez avoir des trous, et vous allez vous dire, putain, j'ai loupé des trucs. Non, c'est normal, c'est le fonctionnement normal. Les remote write ont une taille de queue de base qui est à 1000. Je vous conseille de le monter si vous faites du remote write. Ça, c'est notre ami Romain qui a trouvé ça l'autre fois. Parce que au début, il n'y a pas, c'est génial. Puis quand ça scale, ben, on n'a pas d'alerte dessus quand on ne sait pas. Alors il y a des métriques, hein, mais voilà. Et du coup, on perd des samples sans vraiment le savoir. Donc ça, c'est un truc vraiment à surveiller. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que je vous donne des bonus? Les deux. En fait, c'est rapide. C'est juste pour vous montrer des petites choses. C'est que j'ai été à la PromCon cette année et il y avait des trucs intéressants. Alors, une instance Prometheus en vanilla, c'est à peu près 5 millions de séries sur une bécane. Alors évidemment, pas une petite bécane, on est d'accord, mais une bécane quand même. Au-delà, c'est du délire, et c'est plutôt en dessous ce qu'il faut prévoir, mais on peut arriver à ce genre de choses avec des bonnes bécanes. Et en gros, les derniers slides qui restent sont des chiffres intéressants. Donc chez Fastly, dans les trucs à retenir, déjà ils fonctionnent sur tout ce qui est Internet, pour tout ce qui est transport de leurs métriques. Donc ils utilisent Ghost Tunnel pour chiffrer leur data. Ça scale très bien et c'est plutôt bien foutu. Ils mangent 2,2 millions samples par seconde avec leur infra. Ils ont 114 machines Prometheus, 22 terabits de trafic, etc. Enfin bref, je vous laisserai regarder ça tranquillement. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils ont fait un sidecar à eux pour faire un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire récupérer les confs dans leur SI et générer la conf en file, en fichier statique, localement. Ce qui a d'autres intérêts du type, ben oui, tout s'écroule, ben oui, mais j'ai encore mes fichiers, donc je peux continuer à scraper mes trucs sans problème. Ils utilisent les propriétés systemd pour le démarrage des choses, c'est pas mal. Et donc ils ont leur proxy à eux pour éviter les problèmes de port, c'est-à-dire qu'ils démarrent tous les exporteurs et ils ont un proxy qui lui va faire la redirection vers les N exporteurs locaux. Mais ils ont une URL unifiée avec des namespaces pour récupérer les différents exporteurs, ce qui est pratique. Cloudflare, c'est un autre gros bébé, hein. 267 Prometheus, plus 5 serveurs de fédération, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, le millefeuille de serveurs Prometheus, eux ils le font. Ils utilisent CAdvisor, qui est un projet à retenir si vous avez des conteneurs. En gros, ça vous récupère des milliards de métriques pour les conteneurs. Allez voir les slides après, il y a vraiment plein de détails, je pense que c'est assez pratique. Moi, c'est ce genre de choses que je vais récupérer dans les conférences, généralement, c'est ça qui m'intéresse le plus. Uber, alors quand je vous disais que c'est gros, donc ils ont 20 millions de points par seconde qui sont rentrés dans leur DB. 6,6 milliards de métriques uniques, 2000 queries, 9000 dash Grafana, enfin voilà, 30 milliards de points total. Voilà, donc c'est gros et ça scale leur truc. DO, 90 millions de time series, 85 instances Prometheus, 1,7 million. Criteo, un petit cocorico quand même. 373 instances Prometheus, donc là ils se sont bien lâchés. 300 000 samples secondes, 30 graphite. En même temps, la métrique chez eux, c'est quand même leur vie. Hein, donc voilà. Ouais, voilà. C'est tout. J'ai oublié de dire, on recrute.